Bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Quel bilan tiré des États généraux de l'alimentation? 14 ateliers, 75 réunions, des milliers de contributions apportées sur les sites internet. Justement, on va revenir un peu sur les États généraux, surtout sur la loi, et on parlera aussi de la réforme de la fiscalité agricole en compagnie de Célia de Lavergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Drôme, donc La République En Marche, et puis vous êtes vice-présidente des EGA. Et juste à vos côtés, Lux Messart, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur dans l'Oise avant tout, président de la commission communication de la FNSEA, président de phare, donc le forum des agriculteurs responsables et respectueux de l'environnement. Célia de Lavergne, ça profite à qui les EGA au final? Qui est le grand gagnant des EGA? Tout le monde, parce que les EGA, ça a été un grand processus qui visait aussi bien à faire travailler des professionnels, les acteurs du monde agricole, que sensibiliser les consommateurs, les associer aux grandes décisions que nous avons à prendre et créer, concevoir ensemble une vraie politique publique de l'alimentation. Alors, on l'a vu, cette loi qui débouche donc depuis les EGA commence à prendre forme. Quelle va être la prochaine étape? Comment elle va arriver à se cristalliser? Puisqu'elle est très attendue au tournant, cette loi. Effectivement, alors la loi, c'est déjà la première brique de la conclusion de ces états généraux de l'alimentation, mais il faut la concevoir dans un ensemble. C'est ce que je redis souvent. On a aussi un travail à faire avec l'Europe. On a le grand plan d'investissement. On a aussi une gouvernance à mettre en place dans la durée, parce que le grand succès de ces états généraux de l'alimentation, c'est déjà la gouvernance qu'on a mise en place. Le fait de mettre tous les acteurs autour de la table, d'interroger tous les territoires et de lancer ce grand débat public, ça a été en soi une victoire. Donc cette gouvernance, elle est essentielle. Et le projet de loi, pour en revenir à votre question, c'est la première brique, une brique fondamentale qui doit, dans son contenu, faire évoluer, les relations commerciales, donc la partie économique, et deux, garantir aux consommateurs une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable. Donc de façon chiffrée, les grands éléments, c'est l'augmentation du seuil de revente à perte. Allez-y, rappelez un peu les points clés. Alors, dans la partie commerciale, on a un ensemble de curseurs sur lesquels on a travaillé de manière à transformer les relations commerciales. Donc ce qu'on veut faire, c'est que les producteurs se regroupent au sein d'organisations de producteurs et soient en capacité de négocier les prix à partir d'indices de coûts de production qui doit permettre en fait de refléter le véritable produit et non plus être victime de la guerre des prix en aval de la chaîne de valeur. On a effectivement un seuil de revente à perte qui permet de garantir et de fixer une marge et qui permet du coup de remonter dans la chaîne de valeur de la valeur vers le producteur. On a un encadrement des promotions. Ces deux points, le seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions, c'est quelque chose qui va être fait sous la forme d'une expérimentation pendant 2 ans, de manière à réajuster et d'adapter ensuite ces mécanismes qui sont des mécanismes économiques à la réalité du terrain. Alors vous savez qu'on avait beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui étaient présents, et chaque fois l'idée qui ressortait, c'était de dire, bon, c'est bien joli les États généraux, c'est bien joli cette loi, mais elle a intérêt à être très coercitive, parce que sinon la grande distribution, ils iront acheter en Pologne ou ailleurs des prix moins chers. Alors, dans la méthode des États généraux et depuis le début de ce travail, il y a quelque chose qui nous interpelle collectivement, c'est cette idée de responsabilité partagée. Le gouvernement, l'État prend ses responsabilités au travers de cette loi et l'ensemble des acteurs de la filière prend également ses responsabilités. C'est l'objet des plans de filière, c'est l'objet de tout le travail qui a été fait dans le cadre de la charte des États généraux de l'alimentation que l'ensemble des acteurs a signé. L'idée, c'est aussi qu'ensemble, collectivement, on veut un nouveau modèle agricole pour la France qui doit garantir à nos agriculteurs d'être présents, qui nous garantit notre souveraineté alimentaire et qui garantit aux consommateurs un produit final de qualité. Et ça passe par un travail collectif. Mais ça ne marche pas en France. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le fait de mettre des producteurs, des distributeurs ensemble autour de la table, des transformateurs, on le voit, les négociations n'aboutissent pas. C'est ce que je vous disais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On est dans une phase de transition. On voit bien déjà que l'ensemble des acteurs a voulu se réunir autour de la table, a signé cette charte, est engagé dans un processus et on a énormément d'acteurs qui jouent le jeu. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que tous, sans exception, y aillent. Célia, vous êtes d'accord? On va demander l'avis à notre agriculteur, donc Lux Messart. Vous pensez que la grande distribution, les agriculteurs, les transformateurs vont pouvoir s'entendre s'il n'y a pas une loi coercitive? Alors, ça fait des années que ce sujet est sur la table, des années où on n'est pas sorti par le haut. Et nous, on croit aujourd'hui à ce débat qui a duré plus de 6 mois. On marchait sur la tête aujourd'hui, on était en marche arrière complète.
quand c'est la grande distribution, 4 grands groupes qui fixent les prix, cette guerre des prix, elle a été destructrice et elle a tué des paysans. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir justement le revenu des agriculteurs aujourd'hui, qui sont la moitié sont à moins de 350 € par an. Donc c'est quand même des choses qui sont par mois, excusez-moi, mais c'est quand même c'est 4 200 € par an. Donc c'est vraiment des éléments sur lesquels il fallait travailler. Aujourd'hui, on va remettre la construction du prix en marche avant. Alors je pense que là on est bien en marche et il faut absolument que ça se traduise par un vrai code de la route. Un code de la route où tous ceux qui vont, à mon avis, dépasser à un moment donné, ne pas respecter, il faudra absolument qu'ils soient sanctionnés. Il faut absolument aussi sortir de ces prix qui ne veulent plus rien dire. Le 1+1 gratuit, on a habitué trop longtemps le citoyen, le consommateur à brader l'alimentation et quand on brade, ça n'a plus de valeur. Et finalement, pendant ce temps-là, pendant ces 10 dernières années, les agriculteurs ont été en marche sur la prise en compte de plus d'environnement, sur la marche sur le bien-être animal. Et finalement, on est vraiment passé aujourd'hui sur une vraie qualité. L'agriculture française, c'est sa richesse, sa diversité, mais c'est surtout son niveau d'exigence sur lequel qui a monté en gamme. Et aujourd'hui, il y a besoin de le transformer à des prix. Ce qui fait attirer des jeunes demain dans le métier, ça sera bien la rémunération et le sens, cette fierté qu'on va retrouver. Et moi, je crois en ces états généraux, mais on va être très exigeant avec le gouvernement pour faire respecter ce code de la route. Sinon, on sera peut-être là aussi de temps en temps pour pousser un peu. Et vous pensez à quoi comme amende pour mettre à l'amende les contrevenants? Alors, là où je suis d'accord, c'est avant tout, il faut qu'on revienne avec, qu'on sorte des postures. Les postures où quand on va voir la grande distribution, ils nous disent non, c'est les industriels. Quand on va voir les industriels, ils nous disent c'est la grande distribution qui se gave. Donc on sort, il faut vraiment un contrat entre les agriculteurs, tous les membres de la filière. Et puis il faut nous, on s'organise aussi, notamment avec des organisations de producteurs pour rééquilibrer ce rapport de force, puisque la marge, ça ne va pas se décider par une loi. Il va falloir aller justement la gagner et puis montrer aussi aux consommateurs que finalement, ça sera peut-être un tout petit peu plus cher, mais globalement, il y a aussi peut-être des efforts à faire, que la grande distribution se gave un petit peu moins. Et je pense qu'on pourra arriver à mettre en avant cet achat français, le produire en France, manger français, mais qu'on le trouve bien sûr dans la grande distribution, mais qu'on le trouve aussi dans la restauration hors foyer. Je ne suis pas parent d'élèves. J'aimerais bien que demain, dans nos cantines, on retrouve nos produits français de qualité, qui feront aussi qu'il y ait un peu moins de gaspillage et puis que les assiettes soient vides. Je pense que ça serait une bonne chose. Luc, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pourquoi, ça va être quoi l'amende pour les contrevenants? Alors, c'est... Au-delà du contrat, effectivement, moral. Le président l'a dit, mais c'est déjà dénoncé les grands groupes qui ne jouent pas le jeu. Partie industrielle, aujourd'hui, on a par exemple Lactalis qui ne veut même pas mettre ses comptes sur la table. On a Bigard aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié de la viande française. C'est des beaux groupes, mais c'est des groupes qui doivent être aujourd'hui responsables. S'ils veulent encore être là demain dans la durabilité, ils auront aussi besoin de fournitures. Et quand on voit les accords aujourd'hui de Mercosur, ça nous fait peur, puisque je pense qu'il faut mettre en avant justement nos qualités chez nous. Et puis par rapport à la grande distribution, on a aujourd'hui Michel-Édouard Leclerc qui se dit travailler pour le consommateur. Il travaille avant tout pour lui. Et c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a fait sa fortune et a fait son développement sur le dos des consommateurs et aussi sur les agriculteurs français. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui de siffler la fin. Et j'espère que ces états généraux, on va être ce printemps qu'a besoin l'agriculture pour redonner vraiment des signes et puis peut-être être plus en phase aux attentes du consommateur, notamment sur la production d'origine biologique. Mais par contre, arrêtons d'opposer les modèles. Je pense que l'ensemble, notamment l'agriculture raisonnée aujourd'hui, est plutôt un vrai gage en termes de durabilité de nos exploitations. Siffler la fin, ça va être ça la loi? On va siffler la fin des entraves? Non, mais la loi, elle met en place un ensemble de dispositifs. Parlez bien près. La loi, elle propose un certain nombre de contraintes et d'opportunités pour faire changer le modèle. Et moi, il y a quelque chose de très important dans ce qu'a dit mon collègue qui me marque, c'est que la clé de tout ça, c'est le produit et sa qualité.
Aujourd'hui, le jour où on fera comprendre à nos consommateurs que le produit qu'ils achètent, quand ils achètent un produit français, c'est un produit qui a des normes sociales, puisqu'il permet de rémunérer justement le producteur, donc il est équitable, ça a des normes sanitaires, le manger ne met pas en péril ma santé, et il y a des normes environnementales, il respecte l'environnement et garantit la durabilité de notre agriculture. Pour moi, c'est ça l'essence de ce projet de loi, et c'est ça l'essence du message qu'on doit passer aux consommateurs aujourd'hui. Donc acheter une sorte de marque France, acheter un produit français, c'est non seulement être solidaire vis-à-vis de nos agriculteurs, garantir notre souveraineté alimentaire, mais c'est aussi garantir la santé et l'environnement et la santé environnementale. Ça veut dire qu'il y aura un article dans la loi, il y aura marqué « veau élevé en France ». En gros, pas en petit derrière. La loi en tant que telle, elle a tout un titre qui concerne ce qu'on a dit sur la restauration collective, qui est un formidable levier, puisque un repas sur 7 en France est pris dans la restauration collective. Donc c'est un formidable levier, et l'idée de cette loi, c'est de dire que 50% des produits utilisés dans la restauration collective en 2022 sera biologique, local ou sous signe de qualité. C'est un moyen de tirer vers le haut toute la production. C'est un moyen de réorganiser des circuits courts dans les territoires. Et ça demande un investissement avec notamment un grand plan d'investissement qui n'est pas dans le projet de loi, mais qui accompagne ce projet de loi. On a aussi toute une partie sur le bien-être animal pour améliorer, c'est une forte attente sociétale de nos consommateurs, donc la partie bien-être animal, et une partie sur le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, il est fondamental qu'on travaille aussi sur cet aspect-là. Oui, ce qui va changer surtout, et ce qui doit changer, c'est que justement sur les publicités, au lieu d'être sur le 1+1 gratuit, c'est produits qui rémunèrent ces producteurs, produits issus de nos territoires, parce qu'il faut montrer derrière aussi que c'est de l'emploi, c'est de la vie sur nos territoires. Et aujourd'hui, on a besoin aussi peut-être davantage de montrer ce qu'apporte l'agriculture, ce qu'elle contribue sur mon exploitation en termes d'emploi. On est 4 personnes, en gros c'est une vingtaine de personnes avec les emplois indirects. C'est aussi ma contribution environnementale. Sur mon exploitation, c'est 12 km de haies. C'est ces éléments-là que le consommateur a besoin d'entendre. Ce que je fais sur la protection de l'eau et la prise en compte de mes coûts de production va permettre justement de pouvoir peut-être demain mieux prendre en compte, notamment de se dire j'ai besoin aujourd'hui d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Je vais pouvoir la prendre en compte parce que mon produit est rémunéré à sa juste valeur. Célia Laverne. Oui, on a énormément besoin de pédagogie à tous les niveaux. On a besoin de pédagogie aujourd'hui parce que l'image dont les agriculteurs souffrent aujourd'hui, c'est une image qui est fausse. Quand on va dans les exploitations, quand on discute avec eux, on voit bien qu'ils sont eux-mêmes respectueux de leur outil de travail, que sont la terre, que sont les têtes de bétail, que sont tous les outils de travail qu'ils ont. Donc on a besoin de pédagogie pour mieux faire connaître les métiers, faciliter la transmission, on en a vu tout à l'heure, c'est-à-dire donner envie à des jeunes de venir s'installer, travailler dans les écoles parce que l'alimentation, elle commence là, c'est un formidable levier. Et au-delà de ça, on a besoin collectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de pédagogie autour du produit, de la qualité du produit fait en France. Alors, on va parler à présent de la fiscalité agricole. C'est vrai qu'on avait une fiscalité un peu préhistorique. Elle datait de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vrai qu'il fallait la revoir. On a l'impression que Bruno Le Maire a envie de faire à l'économie ce qu'il n'a pas fait à l'agriculture. Réformer tout cela ? Alors, on a besoin aujourd'hui, on est devenu de l'exploitation familiale et toujours rester sur ce caractère. On est devenu des petites entreprises. On a besoin d'avoir une fiscalité qui s'adapte. On récolte qu'une fois par an, c'est important de le répéter. Et puis de dire également qu'on en a aujourd'hui, on brasse des chiffres d'affaires importants pour un revenu faible. On a besoin aussi de gérer sur la pluriannualité. On est face au changement climatique, les premiers, puisqu'on travaille à ciel ouvert. Donc on a besoin d'avoir une fiscalité qui soit mieux adaptée, qui soit modernisée. Et aujourd'hui, on entend Bruno Le Maire et Stéphane Travert qui nous disent on a entendu, on a besoin, justement pour être plus résistant, résilient sur nos exploitations, pour faire face, c'est de pouvoir mettre de côté la bonne année, ou l'année que c'est un peu plus facile, pour pouvoir justement mieux passer les 2-3 dernières années sur lesquelles ça va être plus compliqué derrière. Et finalement, c'est quoi? C'est une épargne de précaution, c'est le livret d'épargne comme on connaît en tant que particulier, qu'on puisse avoir sur nos entreprises, mais qu'on puisse avoir soit bloqué sur un compte, mais qu'on puisse avoir également en fourrage. Il faut mieux avoir des fois
200 balles de foin dans l'hangar et puis pour permettre de mieux résister à la sécheresse, ou d'avoir aussi investi dans des équipements qui permettront, comme l'irrigation, de passer mieux la sécheresse. Donc on a besoin aujourd'hui de cette épargne de précaution qui soit davantage proportionnelle. Nos exploitations aussi sont très différentes des unes des autres, et donc qu'on puisse mettre par exemple 30% l'une année où on aura fait une bonne année, de mettre de côté pour que l'année d'après on puisse aller le rechercher. Mais vous aviez déjà les dotations pour Aléa pour cela? Alors, on avait des dotations sur lesquelles il y a eu peut-être aussi des excès, où on a peut-être des fois investi énormément, notamment sur du matériel. Aujourd'hui, on a besoin aussi de garder cette épargne, parce qu'on en a vraiment besoin ces années-là. Il faut peut-être repenser aussi justement la bonne gestion technico-économique sur nos exploitations. Ça s'appelle de la bonne gestion. Il faut qu'on travaille aussi sur... il y a souvent la confusion entre rémunération du travail et rémunération des capitaux investis, rémunération de l'entreprise. C'est pour ça aussi qu'on veut faire, pourquoi pas demain, inciter certains agriculteurs à aller vers l'IS, c'est-à-dire que c'est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés des entreprises, qui est d'ordre général, mais aussi adapter aussi nos particularités, la prise en compte notamment des stocks, ces évolutions-là. Il y a aussi sur l'impôt sur les sociétés le fait que ce soit irrévocable. Donc peut-être le faire évoluer pour qu'on puisse aussi, parce qu'on est sur des exploitations qui ont aussi besoin d'évolution, c'est ces éléments-là. Et puis les derniers facteurs, il y en a deux, c'est intégrer la fiscalité dans le cadre de la transmission. C'est comment faciliter l'installation, puisqu'aujourd'hui on a quand même des capitaux importants sur nos exploitations. C'est comment on arrive à les transmettre pour inciter des jeunes à embrasser le métier et puis prendre en compte la multifonctionnalité de l'agriculture. Demain, les agriculteurs sont bien sûr producteurs d'aliments, mais seront aussi producteurs d'énergie, producteurs de services rendus. Quand aujourd'hui on accepte d'inonder des champs plutôt que d'inonder les villes, derrière ça sera aussi demain des vrais services que pourront rendre les agriculteurs. Donc c'est aussi tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte. On a aujourd'hui des emprunts qui sont à piloter, qui un petit peu comme nos maisons. Quand on prend une maison aujourd'hui, on peut, une année où on est au chômage, on peut reporter. La même chose sur les exploitations agricoles, mais qu'on puisse reporter notamment nos amortissements. C'est cette fiscalité aujourd'hui qui soit adaptée, souple, moderne. On est dans un monde qui change, et c'est ce qu'on aura besoin avec les parlementaires pour vraiment nous donner de la lisibilité sur plusieurs années, et puis pour éviter de mendier ou de se retrouver avec des aides, des exonérations sur lesquelles aussi le budget français est contraint aujourd'hui. Je résume. 3 mesures vous demandez. 1. La capacité d'avoir un mécanisme de lissage qui ne soit plus encadré uniquement comme vous aviez pour les dotations pour Aléa, mais qui soit proportionnel au chiffre d'affaires. C'est bien ça? Pourquoi pas 30%? C'est le chiffre que vous demandez? C'est ça. Bon. Deuxième point. Aller plus vers l'IS que vers l'IR, c'est-à-dire avoir aussi une fiscalité qui sera peut-être plus intéressante là-dessus. Troisième point, compte tenu que vous avez des capitaux importants, puisque vous êtes agriculteur et pas plombier, quand vous transmettez à vos enfants, vous demandez en fait aujourd'hui à être moins taxé que les autres professions, c'est ça? Alors, tout à fait. C'est qu'il y a une vraie incitation pour justement inciter justement à la reprise, et puis qu'on reçoit bien derrière sur des vrais exploitants. Et d'ailleurs, on la colle le statut professionnel des agriculteurs pour qu'on ait vraiment un métier qui soit reconnu dans son côté professionnel. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, mais j'en appelle aussi, c'est cette responsabilité. Dans la fiscalité, c'est une fiscalité responsable qui nous permet aussi de regarder, de remettre l'agriculture en perspective. C'est ça qui nous donnera aussi cette fierté, se dire finalement, il y a un lendemain pour l'agriculture, et notamment l'agriculture française. Et quatrième mesure, puisque vous faites des boulots de plus en plus larges par rapport à l'environnement notamment, de dire qu'on ait plutôt une seule entreprise qui ne soit pas bridée par une capacité à intégrer des revenus extra-agricoles, mais de pouvoir tout rassembler dans la seule entreprise agricole, c'est ça? Pas être limité aux 100 000 € actuels. C'est ça, et puis c'est se dire que bien sûr la première activité c'est l'activité de l'exploitation agricole, mais qu'aujourd'hui on peut avoir comme ça d'autres activités à côté. Sur mon exploitation, aujourd'hui je suis en GAEC, et on a mis à côté une entreprise de travaux agricoles, une ETA, et donc c'est vrai que ça fait des coûts de comptabilité, des coûts administratifs. Simplifions pour donner envie. Et Bruno Le Maire, il est d'accord? Alors Bruno Le Maire, pour l'avoir échangé la semaine dernière pour cette mise en place, ça va aller très vite, puisque il faudra que ce soit terminé pour le mois de juin. Ça sera dans le projet de loi de finances pour l'année 2019. Bruno Le Maire, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le monde agricole, puisqu'il a été ministre de l'Agriculture dans un gouvernement précédent. Il a envie de faire ce qu'il n'a peut-être pas réalisé, qu'il n'avait peut-être pas forcément les manettes aujourd'hui à Bercy. Et je crois qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui comprend, et en tout cas quand on comprend bien les particularités agricoles, c'est justement de se donner
donner ce petit coup de pouce. Et c'est ce que vraiment veulent les agriculteurs. C'est être plus autonome, responsable. Je le dis de nouveau, c'est important. Et puis pouvoir justement gérer de façon pluriannuelle. La gestion des risques, la fiscalité sont très liées. Mais le plus essentiel, c'est d'avoir bien sûr des prix et d'avoir forcément un revenu. C'est ça qui est essentiel. Loi des finances 2019 qui va être débattue dès le mois de juin. Ça veut dire que vous allez avoir ce dossier à voter dès le mois de juin, puis après à la rentrée. Comment vous percevez cela ? Ça va ensemble. Moi, quand j'entends mon collègue, ce qui me marque, c'est qu'on a enfin une méthode qui met en face des demandes fortes des agriculteurs avec des décisions fortes du gouvernement. Les États généraux de l'alimentation, ils ont mis à plat l'ensemble des questions agricoles. La fiscalité en est une. Les États généraux n'ont pas permis de conclure tout de suite. Et donc l'idée, ça a été de mettre en place ce groupe transpartisan associant l'ensemble des acteurs du monde agricole pour décider en juin. Donc je crois que la question, c'est d'abord de dire on est à l'écoute de ce que les gens veulent et ensuite on décide pour faire avancer une profession qui s'est prise en main. C'est l'esprit des plans de filière, c'est l'esprit dans lequel le président de la République s'est exprimé pour mener la PAC et c'est l'esprit dans lequel sera menée cette réforme de la fiscalité agricole. L'attente des agriculteurs transformée en décisions fortes portées dans des textes de loi, y compris le projet de loi de finances en 2019. Célia Lavergne, Lux Messart, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat Avec et puis plaisir. merci à vous de nous avoir suivis.